consacrée à l'analyse de l'espace public européen à l'heure du retour des nationalismes et de la question du défi migratoire, qui n'a cessé de parcourir l'actualité depuis les 2 derniers mois. L'idée, c'est que chacun intervienne environ aux alentours de 25 minutes et qu'ensuite il y ait à chaque fois un quart d'heure de débat immédiat. La salle, c'est nécessairement au cours de la journée d'avoir des débats un peu plus longs que ce quart d'heure, mais ça permettra de donner un peu de tonicité à un colloque qui dure même toute la journée. Et donc, la nécessité pour les orateurs est de maintenir l'attention du public qui, du moins à 9 heures, n'est pas extrêmement nombreux, mais la concurrence dans Sciences Po des événements devient telle que voilà, c'est très difficile d'organiser quoi que ce soit. Étant donné qu'il y a toujours en parallèle 4 ou 5 événements, donc c'est un peu voilà, l'excès d'événements nuit à chacun de ces événements. Bien, on a le plaisir d'accueillir Thierry Chopin, qui va ouvrir ce colloque avec une réflexion sur l'européanisation, c'était bien sur le programme, des espaces publics nationaux et l'espace public européen. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Thierry, la parole est à vous. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous et à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans ces lieux avec beaucoup d'amis dans la salle. Notamment sur un sujet évidemment qui est à la fois un sujet théoriquement intéressant mais politiquement incontournable aujourd'hui dans le contexte dans lequel on se trouve. Donc je vais essayer de faire quelques séries de remarques dans le temps qui m'est imparti. Comme je suis le premier à intervenir, je vais permettre peut-être de faire des remarques peut-être un peu plus générales que celles qui vont suivre de manière à introduire le sujet par la même occasion. C'est un lieu commun de commencer par dire que depuis plusieurs années, on assiste évidemment à une valorisation de ce concept d'espace public dans la réflexion sur la démocratisation de l'Union européenne. Je me permets de saluer Richard Zarfet qui nous rejoint à l'instant. Qu'est-ce que c'est que cet espace public? Habermas l'avait déjà défini très clairement au milieu des années 70 dans son grand livre, dans sa thèse de doctorat d'ailleurs sur le sujet. Espace qui fournit une médiation entre la société civile et l'État, et au sein duquel finalement les affaires qui intéressent la communauté politique sont débattues publiquement. En ce sens, l'espace public est lié évidemment à l'idéal démocratique. C'est un espace d'argumentation, c'est un espace de délibération où se forme à partir d'un débat public, dans un but aussi transparent et informé, l'opinion publique dont le soutien majoritaire est au fondement de la légitimité de tel ou tel système politique. Et aussi, au-delà de cet espace de délibération, d'argumentation, l'espace public est un espace de choix, et cette dimension est évidemment très importante quand on parle d'Union européenne. Donc, je voulais simplement insister avec ce premier élément très rapide de définition sur le lien étroit entre espace public et légitimité démocratique dans le monde européen, en tout cas dans lequel nous vivons. Une fois qu'on a dit ça, ce qui me frappe beaucoup dans le contexte de crise qui affecte l'Union européenne, ses États et ses peuples depuis 5 ans, c'est évidemment l'absence de réponse à la question de la légitimité démocratique européenne. Absence de réponse qui alimente une défiance grandissante de l'opinion publique vis-à-vis des élites politiques, vis-à-vis des élites également technocratiques européennes, et qui alimente aussi la montée des forces politiques populistes ou extrémistes. Et là, je ne peux que renvoyer, et ce n'est pas un compliment de circonstance qu'il en soit sûr, au très très bon livre de Bruno Cotresse sur ce sujet, publié à la documentation française l'année dernière. Donc si on considère que la question de la légitimité démocratique d'un système politique est liée à la question de l'espace public, compris encore une fois comme espace de représentation, d'argumentation et de choix,
Il me semble que la question de l'existence et du développement d'un espace public européen, irréductible à la juxtaposition des espaces publics nationaux, est incontournable dans le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte général, ce que je voudrais faire, en respectant au mieux les 20 minutes que j'ai, je voudrais faire 4 séries de remarques sur ce sujet. Les 2 premières relatives non pas à l'émergence d'un espace politique européen en tant que tel, mais davantage à l'européanisation des espaces politiques nationaux sous l'effet des crises qui nous affectent depuis 5 ans. Et les 2 autres séries de remarques davantage liées à la fois d'un point de vue empirique et d'un point de vue plus prospectif à l'émergence d'un espace politique européen à l'échelle de l'Union, donc irréductible à la juxtaposition des espaces politiques nationaux. Alors, première série de remarques, je crois qu'effectivement, ce qui est très frappant, c'est que les crises récentes ont mis en évidence ce qu'on pourrait appeler l'interpénétration entre les espaces politiques nationaux. La formation d'un espace public européen suppose, d'ailleurs comme l'a dit dans de jolis termes, comme toujours Dominique Schnapper, un domaine public commun aux Européens. Or, on connaît les obstacles de l'émergence d'un tel domaine public commun. Au-delà de la question de la diversité linguistique, il y a évidemment l'absence, au moins jusqu'à une date récente, mais encore aujourd'hui, de lien clair entre les élections européennes, entre le vote des électeurs européens et la désignation d'un véritable pouvoir exécutif européen. Il y a le décalage des cycles politiques nationaux qui vient gêner aussi et qui vient fragmenter l'espace politique européen. De sorte que la composition, on en verra tout à l'heure, du Conseil européen et du Conseil de l'Union ne sont que la résultante finalement indirecte de scrutins nationaux épars et divers, ce qui n'est pas sans poser de problème, à la fois d'ailleurs en termes d'efficacité des réponses européennes apportées à la crise, et également en termes de légitimité vis-à-vis des citoyens d'un point de vue civil. Pour autant, même si on considère ces différents obstacles, je crois qu'on peut dire que l'un des effets des différentes crises depuis 5 ans est d'avoir favorisé une forme d'européanisation des espaces publics nationaux. Et je crois qu'il y a au moins 4 éléments qui le montrent. On appuie en fait pour dire ça sur les travaux récents de Thomas Risse, qui, je crois, a bien analysé ce point. Premier facteur, c'est la visibilité croissante des enjeux européens dans les espaces politiques nationaux. Je crois qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin sur ce point. Deuxième élément, deuxième facteur, la présence d'acteurs politiques européens, là aussi de manière croissante, dans ces mêmes espaces politiques nationaux. On l'a vu, Angela Merkel venir soutenir le candidat Sarkozy, on a vu le président Hollande aller soutenir les sociodémocrates allemands. Les exemples sont nombreux à cet égard. Là aussi, on peut renvoyer aux travaux de Bruno Cotres, mais aussi aux ceux de Ville des Sourdes, sur une politisation et une polarisation accrue des enjeux européens dans les espaces politiques nationaux. Et puis peut-être également, dernier facteur, quatrième facteur, une interpénétration des systèmes partisans nationaux et européens. On voit, et c'est très frappant, un impact des partis politiques européens au niveau national. On va prendre comme exemple ici, par exemple, le glissement eurosceptique des conservateurs britanniques après leur départ du Parti populaire européen. Donc il y a vraiment une interpénétration entre les 2 systèmes partisans nationaux et européens. Plus empiriquement, et je vais dire plus trivialement, on constate un intérêt croissant des médias nationaux pour les élections dans les différents États membres, que ce soit des élections législatives, des élections, un scrutin référendaire. Et évidemment, cet intérêt croissant, il révèle, je crois que c'est ce qui est intéressant ici, une prise de conscience croissante du degré d'interdépendance non seulement économique, révélée par la crise en tout cas de la zone euro, mais aussi une prise de conscience grandissante de l'interdépendance politique. Et ce qui est très frappant, c'est que l'ensemble des réponses qui ont été apportées à la crise de la zone euro depuis 5 ans s'inscrivent dans une perspective financière, budgétaire, bancaire, mais en aucun cas politique. Et là, je crois qu'il y a, dans ce hiatus entre l'interdépendance économique et le maintien d'un degré de fragmentation politique extrêmement important,
l'une des origines de la fracture politique qu'on peut constater, qui me semble caractériser fondamentalement l'Union européenne aujourd'hui. Tout se passe comme si, et si on voulait reprendre une grille de lecture qui a été développée il y a 2-3 ans maintenant par Luc von Middelaar sur la juxtaposition des différentes sphères au niveau de l'Union européenne, tout se passe comme si entre la sphère externe des États, la sphère de la négociation diplomatique, et la sphère interne des institutions européennes, eh bien, les crises à répétition depuis 5 ans avaient favorisé le développement d'une sphère intermédiaire. Une sphère intermédiaire où s'entremêlent, où se superposent finalement les espaces politiques nationaux sous la forme d'une européanisation progressive des espaces publics nationaux et par là même, je crois, des opinions publiques nationales, mais sans doute Pascal et Bruno auront des choses beaucoup plus précises que moi à ce sujet. La deuxième série de remarques que je voudrais faire, toujours sur cette question de l'européanisation des espaces publics nationaux, me conduit en fait à souligner un point qui me semble aussi très caractéristique de la situation européenne actuelle, c'est la centralité de plus en plus importante du clivage ouverture européenne, repli national. Et là, évidemment, je parle sous le contrôle de Pascal Perrineau qui a écrit des choses très claires sur ce sujet, mais il est clair que depuis la Seconde Guerre mondiale, dans la plupart des pays démocratiques européens, c'est disons, le clivage droite-gauche qui a structuré les systèmes politiques nationaux. Évidemment, ce clivage droite-gauche existe encore, mais il s'accompagne et il se croise, quasiment de manière orthogonale, d'un autre clivage, un clivage alors qu'on peut qualifier de différentes façons, qu'on pourrait qualifier de européen versus souverainiste, qu'on pourrait qualifier de modéré versus radicaux, qu'on pourrait qualifier de clivage entre défenseurs finalement de la société ouverte versus ceux de la société fermée, hein, pour reprendre des catégories que vous avez vous-même utilisées il y a peu de temps. Et dans ce contexte-là, ce qui était très frappant, c'est que gauche et droite radicale s'opposent aux gauches et droites de gouvernement. À gauche sur la critique du libéralisme, sur la crise économique et ses conséquences sociales, à droite sur la question de l'immigration, sur la question de la liberté de circulation. D'ailleurs, les deux évidemment étaient à distinguer alors qu'ils sont très souvent amalgamés abusivement dans le discours radical à droite, et évidemment sur la question de l'identité nationale. Troisième cas de figure, parfois certains courants rassemblent les deux. Dans ce que, par exemple, quelqu'un comme Dominique Régnier, il y a déjà 10 ans de cela, a décrit comme une forme de souverainisme de gauche qui existe aussi de plus en plus fortement. Et ce qui, moi, me paraît aussi très, très frappant de ce point de vue-là, c'est qu'en dépit de leur hétérogénéité, ces différentes forces politiques, à droite comme à gauche, convergent toutes, encore une fois en dépit de leur diversité, vers une critique du système économique et politique européen dont ils contestent tous la légitimité, encore une fois, sur les deux registres économiques et politiques. Et dans ce contexte-là, il me semble assez évident que la question européenne, même indirectement, devient un enjeu de plus en plus central des élections nationales actuelles et des élections nationales à venir. Alors, je n'ai peut-être pas le temps de décrire dans toute leur précision les conséquences politiques d'un tel clivage, mais il est clair que ces conséquences s'expriment sur au moins deux registres fondamentaux. Le premier sur la question de la stabilité des démocraties nationales, puisqu'on se rend compte, j'ai fait un petit peu l'inventaire d'ailleurs avant de venir, qu'il est de plus en plus difficile évidemment d'obtenir et de définir des majorités partisanes claires de gauche ou de droite dans la démocratie nationale, et que finalement le phénomène que je viens de décrire pousse au contraire à bâtir de plus en plus des coalitions entre modérés de gauche et de droite, et qu'au-delà des effets produits par le scrutin proportionnel dans beaucoup d'États membres, je crois que la question européenne pousse, du fait du clivage entre l'ouverture européenne d'un côté et l'ouverture nationale de l'autre, je crois que cette question européenne, effectivement, favorise le développement de coalitions majoritaires entre partis de gouvernement modérés de droite et de gauche. Ça a évidemment des inconvénients très importants, parce que ça ouvre un espace électoral croissant période de crise aux partis anti-européens.
Deuxième inconvénient, parce que ce clivage politique regroupe un clivage social, évidemment aussi très important, parce que ce clivage, on le voit bien dans un pays comme le nôtre, mais aussi outre-Manche, produit des divisions et des lignes de fracture au sein des principaux partis du gouvernement. C'est quand même très clair pour la France et pour la Grande-Bretagne. Et puis parce que ce clivage peut gêner potentiellement l'alternance entre les partis modérés, alternance qui peut dès lors être favorisée au profit des partis radicaux. On l'a vu en Grèce, notamment. Évidemment, le deuxième registre sur lequel peut s'exprimer les conséquences politiques de ce nouveau clivage, finalement, ou en tout cas clivage renouvelé sur la question européenne, c'est la mise en question des principes fondamentaux sur lesquels repose l'Union européenne. Il est clair que c'est le développement des forces politiques isolationnistes, protectionnistes, appelons-les comme on le voudra, en tout cas portées par des forces politiques populistes ou extrémistes, pèsent sur les termes de l'agenda politique national dans beaucoup de pays membres. Là encore, c'est le cas en France, mais c'est le cas aux Pays-Bas, c'est le cas en Angleterre. On en parlait avec Bruno avant de commencer cette rencontre. Et ces forces politiques, non seulement développent en fait une vision défensive et fermée des sociétés européennes, prônent la fermeture des frontières, ce qui n'empêche pas de penser à un contrôle accru de ces mêmes frontières, prône la limitation de la liberté de circulation au sein de l'Union européenne. Encore une fois, les deux sujets devront être strictement, en tout cas clairement dissociés, et pour certains d'entre eux, la sortie de l'euro. Il me semble que la diffusion de ces idées conduit à un travail de sape, conduit à un effritement progressif et inquiétant, mais là je sors peut-être de mon rôle en disant ça, des principes fondamentaux qui sont au cœur de la construction européenne. On voit sur la question de la liberté de circulation interne notamment. Autant, là aussi je sors peut-être de mon rôle, mais je crois que les circonstances nous obligent à le faire. Il ne s'agit pas uniquement d'une discussion académique sur de tels sujets. Autant il me semble difficile aujourd'hui, au moment où on parle, d'envisager un démantèlement de la zone euro, aujourd'hui, pas quelque chose d'irréversible, autant il ne me paraît pas difficile d'envisager et de craindre un démantèlement de Schengen et du principe de libre circulation interne au sein de l'Union européenne. Ça ne me paraît pas du tout inenvisageable. Et encore une fois, en disant ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne le souhaite pas. Mais c'est un risque. C'est un risque qui, à mon avis, est réel. S'il me reste peut-être 5-6 minutes, je voudrais peut-être passer à la troisième série de remarques et quitter un petit peu l'échelle nationale, quitter cette question de l'européanisation sous les deux formes. J'espère avoir été assez clair à 9h du matin. L'organisation sous les deux formes que j'ai essayé de mentionner, de décrire, pour envisager la question de l'espace politique européen en tant que tel. Encore une fois, irréductible à la question de la juxtaposition de l'espace politique national, même européanisé, même en voie d'européanisation partielle. Le premier point que je voudrais souligner à cet égard, c'est qu'il est frappant et d'ailleurs très, très classique de constater que beaucoup de débats en fait, sur les enjeux européens s'articulent autour d'une opposition, encore une fois, traditionnelle, Bruxelles contre les peuples. Ce débat il est ancien, on le sait, et ce débat, malgré tout, il a été relancé sous l'effet de la crise, par exemple la restauration de la Troïka, qu'on n'appelle plus Troïka, évidemment, considérée comme une entité technocratique imposant ses décisions aux élus nationaux et au peuple. Et d'ailleurs, dans la sphère académique, ce qui est très frappant, c'est que cette lecture a fait l'objet récemment d'une nouvelle formalisation théorique à partir de positions assez élégantes, populistes versus technocratie. Je pense aux travaux notamment de notre collègue à Cambridge, Christopher Bickerton, qui écrit beaucoup sur ces sujets. Alors, je trouve que du point de vue des représentations, cette lecture elle est à la fois élégante, elle est séduisante, mais elle me paraît présenter un inconvénient majeur, c'est qu'elle fait perdre de vue la réalité de la politique européenne. Elle fait perdre de vue la réalité des rapports de force politiques et des clivages divers qui s'expriment au sein de l'Union. Et il me semble que si on veut penser quelque chose comme un espace politique européen,
la première condition, c'est de rendre visible en fait, de tels clivages afin de permettre, d'un point de vue civique, aux citoyens eh bien, de mieux identifier l'origine des décisions qui sont prises à cette échelle-là, et par là même de voir comment ils peuvent, ces mêmes citoyens, peser sur l'orientation de ces mêmes décisions. Et je crois que cette analyse en fait, des clivages qui existent à l'échelle européenne doivent être analysés au moins sur 3 registres, et je reprendrai un livre de lecture qu'on a développé avec mon ami Bertoncini dans un bouquin qu'on avait intitulé d'ailleurs Politique européenne et qu'on avait publié aux presses de Sciences Po il y a déjà 5 ans de cela. Le premier clivage, c'est politique de clivage, ce sont les clivages entre les États membres. Et à ce sujet, je crois qu'il y a 2 ou 3 éléments que je voudrais signaler, au moins de manière schématique, pour la clarté de la discussion. C'est d'abord le fait qu'il n'aura échappé à personne que les crises à répétition depuis 5 ans ont des répercussions absolument considérables sur les rapports entre les États membres. Entre la France et l'Allemagne, entre les pays du Nord et les pays du Sud, sur la question du statut à venir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, sur la fracture Est-Ouest, notamment sur la question de la crise des réfugiés. Je crois que Pascal en parlera dans un instant. Et donc, effectivement, ce sujet ne peut pas être complètement passé sous silence, j'allais dire, et complètement occulté par une opposition Bruxelles-populisme. Bruxelles contre les peuples. C'est plus complexe que ça. Il y a aussi des rapports de force politiques entre les États qu'il faut mettre en évidence et qui constituent un élément de réalité de l'espace politique européen aujourd'hui. Deuxième élément à cet égard, sur le clivage entre les États membres, c'est qu'évidemment, les crises à répétition depuis 5 ans ont eu pour conséquence, alors positive, mais avec des aspects négatifs, de créer une mobilisation politique hors